Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de production de viande au Mali, particulièrement au niveau de l'abattoir frigorifique de Sabali Boukoukura. Un abattoir qui a produit en 2025 plus de 7600 tonnes de viande et vendu plus de 300 tonnes de sous-produits d'abattage. Nous avons comme invité Aruna Sangaré, administrateur provisoire de l'abattoir frigorifique de Sabali Boukoukura. Bonjour M. Sangaré et bienvenue. Bonjour M. Kouné, merci pour l'invitation. C'est nous. La 6e journée annuelle de l'entreprise privée s'est tenue cette semaine à Bamako avec comme thème la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. L'idée est d'encourager les échanges pratiques pour l'appropriation progressive des solutions numériques adaptées aux réalités du secteur privé agro-industriel. La journée était présidée par le ministre de l'Industrie et du Commerce. Mamadou Fane nous fait un compte-rendu. On se retrouve juste après. La technologie s'impose aujourd'hui comme une voie incontournable dans tous les secteurs d'activité et l'entrepreneuriat n'est pas en marge de cette nouvelle configuration du monde. C'est dans ce cadre que se tient la 6e édition de la journée annuelle de l'entreprise privée. Le thème de cette édition est la digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Cette rencontre vise avant tout à offrir un cadre d'échange pratique autour des contraintes rencontrées par des acteurs de terrain, notamment les insuffisances organisationnelles au sein des filières, les difficultés de coordination entre production, transformation et commercialisation, la faible circulation de l'information économique et technique et les limites dans l'utilisation des outils numériques existants. La digitalisation de la chaîne de valeur agro-industrielle doit être appréhendée de manière globale, depuis l'amont jusqu'à l'aval. Elle concerne notamment l'utilisation d'outils numériques pour améliorer l'accès des producteurs aux intrants et surtout pour donner des données climatiques et des conseils agricoles. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, malheureusement, nous subissons les effets dévastateurs du changement climatique. Deux panels constituent le plat de résistance de cette journée. Il s'agit de la digitalisation de la production et la transformation agro-industrielle et la digitalisation de la distribution et des marchés. C'est une journée qui doit nous permettre de réfléchir sur l'ensemble des paramètres et des pesanteurs qui pèsent sur le développement de l'entreprise qui est en charge de créer la production, l'entreprise qui est en charge de créer les emplois et l'entreprise qui est en charge de créer la richesse dans notre pays. Donc c'est une journée pleine de significations et de symboles et doit permettre au pouvoir public, au secteur privé de se concerter, d'échanger sur les perspectives de développement, mais aussi sur les contraintes et les défis auxquels les entreprises sont confrontées dans notre pays. La diversité des thématiques abordées témoigne ainsi de l'intérêt croissant du secteur privé pour l'innovation. La journée est aussi marquée par une visite de stand et une démonstration des entrepreneurs privés. Alors, docteur Sanogo, vous organisez donc régulièrement cette journée de l'entreprise privée. C'est peut-être beaucoup plus pour respecter une tradition ? Oui, c'est pour respecter une tradition parce que il faut rappeler que la journée s'inscrit dans la droite ligne de la mise en œuvre de la loi d'orientation du secteur privé. En 2011, la loi d'orientation a été adoptée par les plus hautes autorités et pour un rappel, cette loi vise à développer et à structurer le développement économique en misant sur le partenariat public-privé et avec un certain nombre d'orientations stratégiques, notamment l'amélioration de l'environnement des affaires, le développement de pôles industriels ainsi que la transition de l'informel vers le formel. Et c'est cette loi qui, dans sa mise en œuvre, exige qu'annuellement, qu'il se tienne la journée annuelle de l'entreprise privée. Nous sommes à la 6e édition. Et c'est pour susciter la réflexion, c'est pour susciter les débats autour de certaines thématiques majeures ou en tout cas de certaines préoccupations évoquées par les autorités. Donc cette journée s'inscrit dans cette dynamique.
le choix même du thème de la digitalisation, je ne sais pas si vous vous rappelez. Maintenant, quand vous parlez de loi, c'est la loi qui vous impose d'organiser la journée. Sinon, vous estimez que ce n'est pas aussi, ça n'apporte pas beaucoup de choses, ça n'apporte pas grand-chose? Ah, bien sûr, ça apporte beaucoup de choses. Ouais. Parce que, vous savez, je le disais tantôt, c'est la loi même qui a mis en place le Conseil supérieur du secteur privé. Et c'est un cadre d'échange où est débattu des réformes majeures pour le développement du secteur privé. Et les membres qui constituent ce conseil, c'est présidé par le président de la République et il y a toutes les couches, même la diaspora. Et c'est cette loi qui a mis en place le secrétariat technique permanent pour assurer le suivi de la réforme. C'est qu'il faut et la journée, c'est pour un peu faire le suivi. Voilà, c'est ça. Donc la journée, c'est pour suivre ces recommandations. Je le disais tantôt, vous avez depuis 2 ans, les autorités, notamment le président de la République, mettent l'accent sur le développement du numérique. Il faut que le numérique soit transversal à tous les domaines. Et c'est pourquoi vous parlez cette fois-ci de digitalisation au service de la chaîne de valeur agro-industrielle. Expliquez-nous. C'est ça. Il y a aussi un autre élément. On parle depuis un certain moment, on parle de la refondation. Quand on parle de refondation, c'est comme on veut changer les façons de faire. Et vous avez entendu aussi... depuis l'an passé, on parle de développement endogène. Donc, comment, à travers le numérique aussi, on peut proposer des solutions endogènes. Donc, cette année, on a choisi ce thème, la digitalisation, parce qu'on s'est dit que le secteur de l'agriculture, c'est quand même un pan très important de notre tissu économique. Mais on se rend compte aussi qu'avec la crise que nous vivons, le changement climatique, ce n'est pas toujours facile pour les acteurs de ce secteur de peut-être accéder à un certain nombre de choses parce qu'il y a quand même des contraintes qui sont là. Vous allez voir, chaque fois vous entendez, nous on n'est pas des agronomes, mais on réfléchit sur la partie affaire de la chose. Et on voit constamment qu'on parle de les pertes post-récolte, la faible productivité, comment accéder aux marchés internationaux, etc., etc. Donc, on s'est dit que si on doit susciter la réflexion autour de la filière agro-industrielle et ses dérivés, comment on pourrait mettre le digital au cœur de cela afin de les permettre de pouvoir mieux vendre et de pouvoir mieux se voir. Donc là, c'est la digitalisation uniquement dans le domaine de l'agro-industrie. L'agro-industriel et ses dérivés, notamment la chaîne de valeur. Donc les autres entreprises ne sont pas concernées? Non, tout le monde est concerné. Comme je le disais tantôt, le fil d'Ariane, c'est que les autorités actuelles ont instruit à ce que tous les domaines d'activité puissent intégrer la digitalisation dans les stratégies, dans le vécu. Et là, vous avez choisi... Voilà, ce secteur. Voilà. Chaque thème, chaque année, on choisit un thème en lien avec un secteur. Si vous me permettez, par exemple, la 5e édition, comme c'est pas trop loin, on avait travaillé sur la mobilisation des ressources à travers les bons du trésor, les obligations. Et nous, notre rôle, c'est quoi? En fait, c'est la structure qui fait le suivi de la mise en œuvre. En fait, nous, on ne fait pas la mise en œuvre, mais quand les autorités disent quelque chose et qu'il y a des réflexions, il y a des recommandations. Le suivi, ensuite, on fait le compte rendu. Merci, le suivi. Donc, pour la session passée, le suivi des recommandations nous a permis quand même de voir avec les structures concernées, notamment le Trésor, qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de stratégies qui sont en train d'être déroulées au niveau de cette structure pour la mobilisation des ressources. Et cette année, on a choisi le domaine de l'agriculture et les recommandations aussi vont être suivies. Et on a été très émerveillés. Est-ce que les filières dans le domaine de l'agro-industrie sont réellement organisées ou est-ce que vous jouez un rôle pour les organiser de façon à ce qu'elles puissent être beaucoup plus compétitives? Voilà, oui, déjà, ça c'est un autre pan de la chose. Au fait, au niveau du département, il y a des structures. On a des structures qui sont chargées de l'accompagnement, de la structuration de ces entités-là. Donc, il y a des structures qui sont dédiées à ça. Maintenant, quand on fait la journée, quand les recommandations sortent, on fait un tableau de mise en œuvre des recommandations
Et on se déplace vers les structures concernées par ces mises en œuvre et on voit ensemble qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui va être fait pour qu'on puisse les suivre et rapporter ces informations à un autre niveau. C'est ainsi que ça fonctionne. Mais vous allez être surpris. C'est vrai que parfois, il y a une auto-flagellation de nous-mêmes, on n'est pas au courant de certaines réalités. Mais la journée, quand même, nous a montré qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de faire par rapport à la chaîne de valeur. Si moi, je vous disais tout à l'heure que je ne dirais pas le nom de l'entreprise, qu'il y a une entreprise, une start-up aujourd'hui au Mali, qui travaille dans la partie production. Oui, d'accord. Ils sont champions. Si je vous dis qu'il y a une entreprise aujourd'hui qui exporte des vitroplans, par exemple, jusqu'en Jordanie, jusqu'en Floride. Et ça, c'est grâce à la... Ah oui, parce que l'objectif même de la journée, c'est d'identifier des opportunités de digitalisation par rapport à la chaîne de valeur. Donc, est-ce que par rapport à la transformation, à la production, à la commercialisation, est-ce que l'outil numérique pourrait être un catalyseur? Et concrètement, dans la production, qu'est-ce que le numérique peut apporter, peut être comme outil important pour le producteur? Voilà. Par exemple, pour la production de masse, je vous dis tout à l'heure que, par exemple, l'exemple de Vitroplan que je vous ai dit, en fait, c'est... Vitroplan, c'est quoi? Le Vitroplan, en fait, c'est des plans que l'on met dans des petites cuves, là. Voilà, des petites bouteilles. Comme on dit, in vitro. Merci, in vitro. Qui vont permettre à faire une production d'échelle. Voilà. Donc au Mali, on a une structure comme ça. C'est comme des pépinières. Merci, mais dans des vitres, dans des petites boîtes, qui aujourd'hui fournissent des vitroplans, par exemple pour l'igname. Imagine, le Mali, c'est pas un grand producteur d'igname, mais il y a une entreprise ici qui fournit, par exemple, le Bénin en vitroplan en igname. Et la même structure fournit des vitroplans en banane plantain, la canne à sucre. Et les commandes viennent de la Jordanie, de la Floride. Bon, vous voyez, c'est quand même... si on dit à un Malien que ça se fait ici, on ne le sait pas. Donc, rien que ça, c'est un résultat. Alors c'est des productions avec du numérique, mais comment, pour commercialiser maintenant, ils passent toujours par le numérique? Oui, par le numérique. Mais enfin, on ne peut pas envoyer les plans... je vais vous dire comment ça se fait. De façon numérique. Je vais vous dire comment ça se fait. Vous allez voir tout de suite que ces plans-là, pour pouvoir les... Déjà, au niveau de la production, ou quand... on utilise ça dans les champs. Vous allez voir devant un ordinateur, on peut suivre les anomalies. Quand les plants sont affectés par des maladies, le numérique peut permettre de déceler ça. Ensuite, s'ils doivent transporter ça vers les autres pays, les camions, là, la température, la position du chauffeur, jusqu'à la livraison, le numérique peut permettre de faire tout cela. On a vu aussi que... il y a de la production jusqu'à la destination. C'est ça. Donc, ça, c'est la partie production. Maintenant, pour la transformation aussi, aujourd'hui, on a vu que le numérique peut permettre, par exemple, pour pouvoir sécher quelque chose. Avant, je prends l'exemple, la mangue. Pour sécher la mangue, ça prenait des heures et des heures. Aujourd'hui, avec le numérique, on peut s'asseoir devant un ordinateur, régler la température, et en 30 minutes, on peut voir des produits séchés. Un autre exemple, on a vu lors de la journée, quand vous prenez par exemple la production à l'hectare, prenez le maïs. Au Mali, on va dire peut-être à l'hectare, je ne suis pas agronome, mais je sais qu'on peut aller jusqu'à 3 ou 4 tonnes par hectare. Et ça, c'est parce que l'État subventionne beaucoup de choses. Sinon, l'agriculture traditionnelle, peut-être, ça ne dépasse pas 1 tonne, 2. Mais au même moment, on a vu que les professionnels nous ont dit, par exemple, en Afrique du Sud, ou dans certains pays, on peut aller jusqu'à 15 tonnes à l'hectare. C'est parce que 15 tonnes de maïs. Ah oui, à l'hectare, parce qu'ils utilisent la technologie. Donc, aujourd'hui, la technologie, quand même, c'est un outil catalyseur parce que ça permet de gagner, de faire des gains énormes en termes de temps, de finances et même l'utilisation de ressources humaines. L'entreprise, par exemple, qui fait des vitroplans, le patron nous a dit que c'est à peu près 9 personnes.
Et l'important aujourd'hui, c'est que on n'est même pas obligé d'être informaticien. Ils ont un chiffre d'affaires important. Bon, 9 personnes. Oui, 9 personnes. Ouais. 9 personnes. Mais ce n'est même pas, aujourd'hui, le numérique ne demande même pas à être des spécialistes en informatique ou voilà. Parce qu'à longueur de journée, on voit voilà, des jeunes qui développent des choses, etc., etc. Donc, par rapport à la journée, nous, on se dit que pour un premier niveau de résultat, par rapport à la chaîne de valeur, la chaîne de résultats, on a quand même atteint un certain nombre de résultats tout de suite. Parce que ça nous a permis d'identifier ces pratiques, ces choses qui se font. Maintenant, après les recommandations, le suivi des activités, des actions, ça va nous permettre de voir maintenant concrètement qu'est-ce qui va être fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour que les entreprises, par exemple dans le domaine de l'agro-industrie, pour que les entreprises puissent s'intéresser au numérique, parce que ce n'est pas toutes les entreprises qui ont conscience de cet intérêt, qui ont conscience de ce que l'outil informatique, l'outil numérique peut leur apporter. Oui, aujourd'hui, c'est aussi un autre résultat, parce que la journée a fait ressortir ces aspects. C'est vrai qu'on ne s'intéresse pas trop aujourd'hui, parce que déjà, les agriculteurs ou ceux qui sont dans ce domaine, ils ne sont pas souvent outillés. Soit ils n'ont pas les capacités, ou on les a pas inclus dans les stratégies pour pouvoir les intéresser. Donc, la journée a mis l'accent, par exemple, sur comment on pourrait réduire le coût, comment on pourrait minimiser les risques pour qu'un entrepreneur ou un paysan qui décide d'aller vers ça puisse être rassuré. Et là aussi, comme vous savez, il y a une direction nationale du numérique qui travaille aussi pour cela. Et heureusement, il y avait le directeur national du numérique qui était là, qui a même rassuré les participants en disant qu'il y a moins de 3 ou 4 jours que le gouvernement a adopté une stratégie pour sécuriser. Parce que derrière le numérique aussi, il y a un risque, les arnaques, tout ça. Donc, comment sécuriser et comment permettre à ce que les universités, les centres de recherche, en tout cas, on puisse mettre, ou l'État même, met l'accent sur la formation, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est un outil incontournable pour tout le monde, pour pouvoir accéder. Regarde aujourd'hui les plateformes. Il y a des plateformes de financement, et il y a des équipements sophistiqués. Il y a tellement de choses qui fait que l'État, la journée quand même a évoqué cela aussi, c'est qu'il faut dès maintenant, comme les autorités l'ont évoqué, qu'on internalise l'utilisation du digital depuis la conception de toutes les stratégies pour qu'on puisse être au diapason du monde. Voilà. Donc c'est ainsi de suite que... Voilà. Monsieur Sangaré, vous avez écouté ce que disait le docteur Sanogo. Oui. Et quand on parle de digitalisation au service de l'agro-industrie, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Oui. La digitalisation au service agro, c'est intéressant. Ça me dit que ça veut dire que la digitalisation, ça fait moins d'œuvres. Ça veut dire que les mains d'œuvre qu'on utilise dans les entreprises, avec la digitalisation, ça peut moins de personnel, et ça engendre aussi moins de coûts. Voilà. En tout cas, c'est ce que je pense de la chose. Et ça peut être aussi appliqué, par exemple, dans votre domaine, dans la production de la viande? Dans notre domaine, pas encore. Non, pas encore. Non, chez nous, pas encore. Peut-être qu'ils vont vous... Monsieur Sandro, vous allez peut-être voir aussi comment faire en sorte que le numérique puisse servir aussi dans la production de la viande. Oui, mais moi, je dirais que, bon, peut-être la viande pas en tant que telle, mais aujourd'hui, le numérique, on l'applique à tous les domaines. Par exemple, quand vous prenez les vaches, vous allez dans certains pays, une seule vache peut peut-être produire jusqu'à 15-20 litres.
Par exemple, ici, quand vous allez tout près, la vache du grand-père, ou en tout cas, peut-être maximum, c'est 2-3 litres. Pourquoi aujourd'hui, il y a certaines vaches qui donnent plus? C'est parce qu'on utilise la technologie, il y a un système de clonage, le numérique peut permettre aujourd'hui. Donc, on suscite le débat. Moi, je sais qu'au niveau du département en charge de l'élevage, tout ça, ils sont aussi en train de réfléchir parce que c'est vraiment une directive de l'État aujourd'hui d'utiliser le numérique par rapport à tous les domaines. Ça permet d'augmenter la productivité, ça permet d'accéder au marché, ça permet de pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Donc, c'est transversal. Oui. Et vous estimez, vous aussi, Sangaré, que c'est quand même important quand on parle d'augmentation de la productivité? Oui, oui. J'adhère à ça. Ce que je voulais ajouter, c'est que la question du numérique, ce qui est à l'étude présentement au niveau du département, c'est que c'est la traçabilité des animaux à partir du numérique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les animaux doivent être identifiés. À partir des puces électroniques. Voilà. Pour pouvoir tracer le passage des animaux. Notamment aussi pour pouvoir mettre fin au vol du bétail. En tout cas, ça c'est à l'étude et le projet a démarré. Mais dans l'automatisation de la production, ça n'a pas encore commencé? Non, dans l'automatisation de la production de viande, ça n'a pas encore démarré. Alors, monsieur Sanogo, dans le reportage que nous avons suivi, le président du patronat a parlé à un moment d'effets dévastateurs du changement climatique. Et, quels peuvent être ces effets-là? Oui, je le disais au début, le changement climatique aujourd'hui affecte le secteur. Par exemple, on assiste à la perte de la productivité. Voilà, comme je le disais, le rendement à la tonne, par exemple, à l'hectare plutôt. Voilà, donc le changement climatique joue cela. Est-ce qu'aujourd'hui, les agriculteurs sont obligés d'attendre seulement l'hivernage seulement pour produire? C'est là où le numérique peut être intéressant. Pour faire la contre-saison. Voilà, contre-saison, peut-être. Voilà. Donc, on peut utiliser le numérique pour faire 2 récoltes ou 3 récoltes dans... Mais non, en fait, utiliser le numérique pour faire pleuvoir, mais pour... non, oui, non, oui. C'est pas... Oui, déjà, il y a cet aspect. Mais il y a l'autre aspect aussi, c'est qu'avec la technologie, on peut rester dans son salon et arroser son champ. Avec un système d'irrigation, tout ça. Voilà, donc avec l'utilisation de ces technologies, on peut réduire un peu à l'effet du changement climatique. L'utilisation des serres aussi. Mais voilà, j'allais en parler. Les serres aussi. Donc déjà quand, par exemple, les tomates sous serre, voilà, on règle la température, on peut diminuer quand... Souvent, on va dire tel produit, il faut telle température, à une certaine période, il faut telle température. Si ce n'est pas le numérique, c'est difficile de réguler cela. Ensuite, les pertes. Voilà. On a parlé de la faible productivité, ensuite, on a aussi les pertes post-saison. Donc, le numérique peut jouer un rôle dans tout cela. Mais pour cela, il faut peut-être beaucoup de moyens, parce que ce n'est pas toutes les entreprises au Mali qui peuvent se donner le luxe d'utiliser des serres, surtout des serres modernes. C'est vrai. Maintenant, la journée a parlé de ça. Les moyens, c'est comme vous êtes en train de parler du coup. Parce que le développement endogène que nous prenons aujourd'hui, la refondation que nous prenons aujourd'hui, si on veut l'appliquer dans le domaine de l'agro-industriel, notamment l'intégration de la digitalisation, il va falloir qu'il y ait des solutions maliennes. Aujourd'hui, c'est difficile d'accéder à l'équipement. C'est difficile, le coût d'accès est élevé parce qu'on importe la technologie. Est-ce que demain, on ne peut pas mettre en place une stratégie pour que ça soit créé ici? Vous savez, tout ce que vous voyez aujourd'hui, les téléphones, tout ce qui concerne la matière première même de la technologie, c'est en Afrique, c'est chez nous. Vous voyez le lithium, le cobalt, tout ça, c'est en Afrique. Mais c'est la technologie qui se trouve ailleurs. C'est la technologie qui nous manque. Si demain on peut avoir la technologie, là vous allez voir qu'on peut proposer des solutions adaptées à nos réalités. Moi je pense que c'est ça même
la vraie refondation. Et c'est l'autre là, je me rappelle, Joseph Kibo-Zerbo avait l'habitude de dire, quand il parle de développement endogène, que la marmite bout par le bas. Et c'est vrai. C'est ça. Donc si on peut, vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de jeunes, il y a tellement de start-up, il y a tellement de réflexions autour de ces questions-là. Si on internalise cela et que l'État, tout le monde s'implique pour qu'on puisse avoir de la technologie qu'on a fait nous-mêmes, ça peut réduire mais justement, la technologie, on ne peut pas l'avoir comme ça. Il faut de gros moyens. Oui, il faut des gros moyens. Oui. Comme au fait, c'est un processus. Pourquoi ne pas faire comme la Chine? Parce qu'au début, ils sont allés chez les autres. Ils sont allés apprendre. Donc, on a les universités, tout le monde s'est mis au diapason. Il faut former. Parfois, ce n'est pas possible sur place. Il faut aller se former ailleurs et faire en sorte que même ceux qui partent faire ces formations, que tout le monde revienne. Donc, on va s'inspirer. Il y a un terme pour ça. Au niveau du public, on parle d'étalonnage. Les entreprises vont vous parler de benchmarking, c'est-à-dire s'inspirer de l'expérience des autres pour pouvoir faire quelque chose et l'adapter à ton contexte. C'est ça même pour moi la refondation. Il y a des multinationales aussi qui préfèrent ou qui souhaitent que nous, on reste dans cet état-là et que elles, les multinationales, puissent venir toujours avec la technologie. Vous savez que il y a toujours une résistance face au changement. Parce que cette dynamique, pour moi, aujourd'hui, c'est un changement majeur. Si on met le numérique au cœur de tout ce qu'on fait, on veut changer l'ordre des choses. Au lieu d'être consommateur, on veut aussi être des créateurs. Il va y avoir de la résistance. Mais ce n'est pas un frein. Il faut résister, il faut réfléchir. Et l'exemple de faut aussi une volonté politique pour mettre suffisamment de moyens. Bon, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a des prémices. Parce que comme je le dis, quand une autorité publique va jusqu'à demander à tous les départements de mettre la digitalisation au cœur de cette stratégie, ça veut dire qu'il y a une volonté qui est là. Et aujourd'hui, c'est incontestable. Vous avez vu, même par rapport au domaine de la sécurité, on peut faire la guerre sans être physiquement en train de... Voilà. Donc, le numérique est aussi l'agriculture, l'élevage, tout ça. Donc, quand la dynamique est enclenchée, maintenant, c'est aux acteurs maintenant de réfléchir et c'est même ressorti à la journée. Il faut que désormais, pour l'élaboration de n'importe quelle stratégie, même pour l'appui à l'emploi, au secteur privé, tout ça, et il faut qu'on mette l'accent sur le développement du numérique pour qu'on puisse avoir des solutions numériques. Parce que c'est le contexte même qui l'oblige aujourd'hui. Voilà. Une dernière question, M. Sanogo. La prochaine journée, c'est déjà en préparation. Est-ce que vous avez déjà une idée du thème que vous allez choisir ou du domaine qui va être priorisé? Bon, généralement, le choix du thème, c'est toujours par rapport aux autorités. D'accord. Voilà, donc le thème de cette année... Il y a le Conseil supérieur. Voilà, il y a ça. Il y a même le département, il y a les autorités publiques, quand il y a une dynamique où quand on oriente les réflexions, voilà. En fait, il ne faut pas débattre pour débattre, mais toujours choisir des thèmes qui ont un lien avec l'actualité, qui peut être un effet de levier pour booster la dynamique en cours. Donc, peut-être pour la prochaine 7e édition, on va travailler sur... voilà. Sur un sujet qui va intéresser... Voilà, toujours c'est un sujet d'actualité. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, M. Koné. Nous passons à notre deuxième sujet, la production de la viande au Mali, particulièrement au niveau de l'abattoir frigorifique de Sabali-Boukoukura, dont les administrateurs étaient réunis cette semaine pour parler de performances, mais aussi de défis à relever. En 2025, par exemple, l'abattoir frigorifique de Sabali-Boukoukura a produit plus de 7600 tonnes de viande et vendu près de 300 tonnes de sous-produits d'abattage. Une capacité de production jugée satisfaisante. Le constat a été fait devant le ministre de l'Élevage et de la Pêche, suivant le reportage de Tchemogo Konaté, et on revient sur le plateau. Des employés s'activant au lavage des lieux, d'autres s'attelant à l'évacuation des débris.
Nous sommes à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, une structure qui dispose de meilleures conditions d'abattage en vue de proposer de la viande de qualité à la population. Ainsi se résume le fonctionnement de l'établissement, expliqué dans les moindres détails au ministre des tutelles ce jeudi au cours d'une visite. Visite qui se tient dans la mouvance de la 14e session du comité de pilotage. Occasion pour Youbaba de faire un aperçu des réalisations faites au courant 2025 pour impulser une nouvelle dynamique à la structure. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou a produit 7605 tonnes de viande en 2025, toutes espèces confondues, et vendu 303 tonnes de sous-produits d'abattage. Des matériels et équipements acquis sur ressources propres, parmi lesquels la construction de 2 hangars métalliques avec crochets pour l'abattage et l'habillage de petits ruminants. La construction du mur de clôture de 193 mètres linéaires. La construction d'une rampe de débarquement des bovins, la construction de 2 toilettes avec fosse septique et puisard. Le tout se chiffre à 532 984 000 francs CFA. Ces réalisations d'envergure qui découlent de la volonté des autorités de moderniser l'établissement se verront renforcées courant 2026, rassure le ministre Ba. La construction d'un dispositif de traitement des eaux usées, la réhabilitation et l'extension de la chambre froide, la dotation en matériel et petits équipements comprenant des scies, des tables de découpe, des brouettes et des chariots. Pour ce faire, la direction de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou table sur un budget prévisionnel à hauteur des missions. Les prévisions budgétaires s'élèvent à 534 891 600 francs CFA en recettes et en dépenses 531 241 835 francs CFA, soit un résultat prévisionnel de 3 649 765 francs CFA. Ce qui illustre à suffisance la bonne santé de l'établissement qui ne doit cependant occulter certaines contraintes. Il s'agit par exemple de la panne de certains équipements, des coûts élevés des intrants indispensables au fonctionnement de la chaîne d'abattage et surtout de la coupure intempestive d'électricité qui devra connaître un début de solution grâce à l'installation très prochaine d'un système solaire photovoltaïque. Monsieur Sangarim, oui. Parlez-nous d'abord de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, Sabalibougou-Croix. Quand est-ce que l'abattoir a été créé et quel est son statut? Oui, ok. Merci, monsieur Koné. L'abattoir frigorifique de Sabalibougou-Croix a été créé dans les années 2003. Le but, c'est de pouvoir mettre fin aux différentes salubrités qui s'étaient autour de notamment Kalabankourou, les différentes aires d'abattage de Kalabankourou, de Sabalibougou en commune 5, de Manyambougou, de Sirakourou. Donc maintenant, dans le but maintenant de pouvoir préserver la santé publique, que le gouvernement a créé l'abattoir frigorifique de Sabalibougou en 2003. Mais c'est en 2013 que ça a été pris intégralement par le gouvernement. De 2003 en 2013, c'était avec un privé. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, c'est un établissement public. Public. C'est un établissement public. Oui. Et vous avez parlé d'aires d'abattage dans différents quartiers. Oui. Ça veut dire que ces aires d'abattage n'existent plus? Non, ces aires d'abattage n'existent plus. Ces aires d'abattage n'existent plus. Ça veut dire que tous ces bouchers-là maintenant abattent au niveau de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou. Parce que c'était des aires d'abattage donc vraiment qui ne répondaient pas du tout aux normes d'hygiène requises par la loi. Et on parle de plus de 7600 tonnes de viande produite en 2025 à votre niveau. C'est beaucoup, c'est peu? Bon, c'est peu. Vu la capacité même de l'abattoir, c'est peu. Parce que quand vous prenez l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, ça dit que la moyenne d'abattage des gros ruminants, ça c'est 300 têtes par jour. 300 têtes par jour. Et les petits ruminants, c'est 200 têtes par jour. Mais à la date d'aujourd'hui, nous sommes en deçà de la moyenne en ce qui concerne les bovins. C'est-à-dire les gros ruminants. Parce que la moyenne tourne aujourd'hui autour de 135 têtes. Donc même pas la moitié. Voilà, même pas la moitié. Même pas la moitié. Voilà.
Et pour les petits ruminants, oui, pour les petits ruminants, on peut dire que ça va. Les petits ruminants, ça va. À la date d'aujourd'hui, on dépasse même la moyenne. Et quand vous parlez du petit ruminant, par exemple, il s'agit de quoi? Des chèvres, des moutons? Les petits ruminants, il s'agit des moutons et des chèvres. Oh, oui. Et les gros ruminants? Les gros ruminants, c'est les bovins. Les bovins, c'est quoi? Les bœufs? Les bovins, c'est les bœufs, les vaches, les taurions, les génisses. Voilà, tout ça, on appelle les bovins. Les chameaux, les camélins? Oui, les camélins également. Il y en a? Oui, on abat les chameaux également. Oui, les chameaux sont abattus également chez nous. Oui. Maintenant, la volaille n'est pas concernée? Non, la volaille n'est pas concernée. Est-ce que c'est possible d'inclure ça? Parce que ça peut créer aussi beaucoup de problèmes d'hygiène. Oui, effectivement, pour la volaille, il y a une mise à niveau qui est présentement en cours. Nous sommes en train de faire la mise à niveau même de l'abattoir à travers les plus hautes autorités même du pays. Donc, dans ce projet, pour l'abattage des volailles, c'est pris en compte. Parce qu'on constate qu'il y a quand même, à Bamako, par exemple, on consomme beaucoup de volailles et tout est pratiquement fait de façon artisanale encore. Et combien coûte l'abattage d'un petit ruminant ou d'un bovin quand quelqu'un vient par exemple avec son mouton ou avec sa vache? Ça coûte combien? L'abattage des gros ruminants, ça dure que c'est 4700 francs. D'accord, toutes taxes confondues. Voilà, de l'abattage jusqu'à la sortie de la viande. 4700 francs. Pour le bovin. Pour le bovin. Maintenant, pour les petits ruminants, ça fait 710 francs. Toutes taxes confondues. Voilà, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la sortie de la viande. Oui. Mais ça veut dire, ça c'est intéressant, ça veut dire que même pendant la fête de Tabaski, par exemple, il y a des particuliers qui peuvent venir avec leur bélier chez vous? Tout à fait, tout à fait. Oui, même... au même tarif? Au même tarif. Au même tarif. C'est-à-dire que lors des différents événements, que ce soit la fête de Ramadan ou la fête de Tabaski, on reçoit des animaux, des particuliers, des groupements. Oui, chez nous. Donc c'est le même tarif. C'est le même tarif. Quel que soit le nombre de têtes. Voilà. Ça veut dire que même en journée, vous travaillez aussi ou c'est la nuit? Très généralement, bon, selon le règlement intérieur de l'abattoir, l'abattage des bovins c'est réservé uniquement la nuit. D'accord. Pour le gros ruminant. Le gros ruminant, c'est réservé uniquement la nuit. Mais les cas d'urgence, on le fait pendant la journée. Ça, c'est uniquement les cas d'urgence. Pour le gros. Voilà, pour le gros ruminant. Maintenant, les petits ruminants, et ça, c'est uniquement la journée. Voilà. Ça, c'est toute la journée. Ça veut dire le jour de la fête de Tabaski, par exemple, on peut venir, genre, après, vers 10h, 11h, on peut vous apporter... Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr, on le fait. C'est-à-dire que le jour de Tabaski, nous, on travaille. D'accord. Comme j'ai dit, que ce soit les particuliers, ou bien que ce soit les groupements, on fait l'abattage. Et généralement même, il y a des ONG qui abattent généralement pour les indigents. D'accord. Voilà. On le fait en plein journée de fête. Voilà. Et on dit aussi que vous avez vendu plus de 300 tonnes de sous-produits d'abattage. Il s'agit de quels sous-produits exactement? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'à l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, on transforme le sang frais en poudre. Ça sert à quoi? C'est-à-dire que, en poudre. Généralement, ça rentre dans l'alimentation des bétails. En particulier, la volaille. Le sang, ça contient un élément nutritif très important. Voilà, donc c'est pourquoi on transforme le sang. En poudre. Donc, et c'est beaucoup sollicité par les éleveurs, en particulier les agriculteurs même. Voilà. Et après, vous vendez ça dans les sachets, et après, dans les sacs. Voilà, c'est vendu par kilogramme. Voilà, le kilogramme, ça fait 250 francs le kilo. D'accord. Oui.
Maintenant, de poudre de sang. En poudre de sang. Oh oui, en poudre de sang. C'est ça. Oh oui, c'est le poudre de sang qui est vendu. Voilà. Bon, maintenant, ça, c'est des sous-produits. Ça fait partie des sous-produits. Mais également, aussi, il y a les os. Les os également sont calcinés, transformés en poudre également. Et ça rentre également dans l'alimentation des volailles. Des volailles, maintenant, des pétails également, oui. Mais les os ne vous appartiennent pas. Ça appartient à celui qui apporte son... Oui. Mais maintenant, vous allez voir que vous allez voir qu'à l'abattoir, ça veut dire que les bouchers, nos partenaires, ça veut dire que ça soit la tête généralement. La tête généralement, ils enlèvent la partie de la viande là, ce qu'on appelle les chairs. Ils enlèvent ça, mais les os, ils n'utilisent pas les os. Donc les os sont laissés à l'abattoir. Donc maintenant, c'est ça que nous, on se sert de ça. On le transforme maintenant en poudre. Voilà. Ça fait partie des sous-produits. Voilà. Mais comme sous-produit aussi, il n'y a pas les déchets là qui viennent... Oui, il y a les déchets. Oui, il y a les déchets. Oui, on utilise aussi. Il y a ce qu'on appelle les contenus de panse. Les contenus de panse également sont vendus. Mais ce n'est pas transformé. D'accord. On le vendait comme ça à l'État. On le vend comme ça à l'État. Voilà. Pour ceux qui veulent... pour généralement les agriculteurs. Et parlons maintenant de la qualité de la production, la qualité de la viande qui sort de chez vous. Il y a, j'imagine, un contrôle de la qualité. C'est des vétérinaires qui viennent ou bien vous avez des vétérinaires. Est-ce qu'il y a un contrôle régulier ou bien un contrôle, je ne sais pas moi, par semaine ou par mois? Comment ça se passe exactement? Oui, effectivement, à l'abattoir, il y a le contrôle. D'abord, les animaux viennent le soir, et ce qu'on appelle l'inspection anti-mortem. Ça, c'est pour le gros ruminant. Ça, c'est pour le gros ruminant. L'inspection anti-mortem est effectuée le soir. Ça, c'est quoi? C'est que les animaux sont inspectés avant l'abattage. C'est ce qu'on appelle l'inspection anti-mortem. C'est-à-dire qu'ils font l'inspection des animaux sur pied. Voir si l'animal vivant. S'il n'a pas de maladie. Voilà. Si l'animal se porte bien, si l'animal répond aux critères, parce que selon les réglementations en vigueur au Mali, les animaux, les femelles gestantes ne sont pas abattues. Les animaux, les veaux aussi, moins d'une année, ne sont pas vendus. Les animaux aussi cacheptiques, c'est-à-dire que les animaux qui sont trop maigres, ne sont pas abattus. Donc depuis l'inspection sur pied, le vétérinaire, donc ils enlèvent ces animaux. Et il vous arrive de les caler? Ils sont calés. Donc on a un parc à côté, il y a un parc de stabilisation, donc ces animaux-là sont gardés dans le parc. Voilà, ça c'est le premier contrôle. Maintenant, tous ceux qui vont dépasser ce cap-là, ils sont destinés maintenant à l'abattage. Maintenant, après l'abattage, il y a ce qu'on appelle l'inspection post-mortem. Donc l'inspection maintenant, après l'abattage, ça concerne la viande, voilà, ça concerne l'inspection de la viande proprement dit. Il y a le vétérinaire qui est là, qui inspecte également la viande, que ce soit le carcasse. Vous savez qu'on a des scies, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les reportages, on a le scie qui fend la carcasse en deux. Donc ces deux-là, ça porte, il y a les ganglions qui servent de l'inspection, qui prouvent au vétérinaire que telle viande est apte à la consommation humaine. Et si tel est le cas aussi, le cas contraire aussi, si c'est à rejeter, il y a une chambre de saisie que la viande est destinée. Voilà. Mais après la viande même, le carcasse même en question, il y a ce qu'on appelle les abats. C'est-à-dire que les abats, ça c'est le foie, les poumons, le cœur, les rayons, voilà. Donc tout ça aussi, il y a un vétérinaire également, sont analysés aussi, sont inspectés aussi. Voilà. Donc tous ceux qui sont susceptibles, où le vétérinaire constate qu'il y a une anomalie et qui peuvent être dangereux pour la consommation humaine, c'est systématiquement enlevé. Et cette partie qui est enlevée, qui est impropre à la consommation, vous faites quoi? Vous jetez ou bien vous pouvez transformer ça aussi en sous-produit? Non, ils sont pas jetés ni transformés, parce que vous savez, c'est la partie qui est dangereuse.
pour la santé publique. D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'on a... c'est pas transformé. Non, on a un incinérateur. Okay, on a un incinérateur qui incinère. D'accord. Donc il les transforme même en poudre. D'accord. Voilà. Donc une fois transformé en poudre maintenant, c'est destiné maintenant au rejet. C'est que ça va à la poubelle. Voilà, ça va aux poubelles. Voilà. Mais monsieur Sanogo, c'est intéressant ce que il vient de dire. Est-ce que vous avez l'habitude aussi de voir comment ça se produit la viande dans les abattoirs? Est-ce que vous avez une idée? Moi personnellement, pas trop. Parce que c'est des entreprises aussi, hein, oui, donc on peut c'est ça. Mais nous travaillons avec, au fait, au niveau du département, et on a quand même, on travaille avec des fêtières, notamment l'association comment on dit, ceux qui vendent la viande. Okay. Voilà, donc le département travaille avec ces structures, et même dans le cadre du Conseil supérieur, c'est des fêtières qui sont au cœur de tout ce que nous faisons. Parce que on réfléchit. Et c'est ça même l'objectif, parce que quand on parle de la filière agro-industrielle et ses dérivés, même ces activités en font partie d'une certaine façon. Et là, le digital, si je reviens toujours au sujet, ça les aide énormément, parce qu'aujourd'hui, M. Sangaré a évoqué quelque chose qui est très important. Le digital peut permettre à ces fêtières ou même à ceux qui font ces activités de pouvoir tracer les produits. Ensuite, l'approvisionnement. Le digital peut aider aussi à l'approvisionnement assez correct, voilà, du marché. Donc, c'est des réflexions, et à chaque fois, quand on travaille, on les fait appel. Comme je le dis. Mais après ce qu'il vient de dire, vous, quand vous achetez maintenant de la viande, vous mangez avec confiance, sans peur? Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, même, c'est intéressant. Vous savez, beaucoup de gens ne savent pas que l'abattoir est là. Mais moi, j'ai toujours dit que c'est même une question de sécurité publique. Voilà, donc c'est rassurant de savoir qu'il y a quand même des spécialistes, et il y a une structure formelle qui est là, qui cadre tout le monde, et qui permet à ce qu'on puisse manger sans crainte. Et d'ailleurs, même c'est ça, même l'utilisation du numérique, parce que ça permet de lier la ferme à l'assiette. Alors, monsieur Sangaré, alors, ce sont des particuliers qui viennent avec les animaux chez vous. Est-ce que l'abattoir lui-même produit la viande pour vendre? Est-ce que vous avez des animaux? Est-ce que vous achetez aussi des animaux pour les abattre et les vendre? Non, à ce jour, l'abattoir ne le fait pas. Mais avec la mise à niveau qui est en cours, c'est prévu. C'est prévu. Parce qu'actuellement, vous avez une capacité de 300 têtes, par exemple, de bovins, mais vous avez quoi, 130 comme ça. Et si vous impliquez vous aussi, ça peut vous aider, ça peut aider aussi la population. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, c'est dans le plan, avec la mise à niveau, c'est dans le plan. Donc, dès que ces travaux prendront fin, voilà, l'abattoir lui-même pourra non seulement acheter des animaux, mais aussi les abattre. Pour les mettre sur le marché. Voilà, pour les mettre au marché. Voilà. Et vous avez, quelle est la capacité aussi de conservation au niveau de l'abattoir? Les chambres froides, vous en avez beaucoup? Oui. Ou de grandes capacités? Oui. Au niveau de l'abattoir frigorifique de Sabalibougou, la capacité de conservation de la viande, la chambre froide, nous pouvons conserver jusqu'à 300 carcasses. 300 carcasses, ça veut dire que 300 têtes.
Voilà, la viande de 300. La capacité même de voilà, la capacité même de la chambre froide. D'accord. Voilà. D'accord. Oh, oui. Ça, c'est les carcasses de gros ruminants ou bien de petits ruminants? Non, ça, c'est les carcasses de gros ruminants. De gros ruminants. Parce que généralement, les petits ruminants, ne sont pas concernés. Parce que les acteurs, après l'abattage seulement, ils amènent la viande directement au marché. Oui. D'accord. Alors, maintenant, concernant le transport, le transport de la viande, vous avez suffisamment de moyens pour transporter la viande qui passe par vous. Vos clients, est-ce que vous transportez la viande de vos clients jusqu'à la destination? Oui. Effectivement, en réalité, pour les gros ruminants, l'abattoir transporte la viande jusqu'au marché. Parce que on a des frigonettes à qui on met la viande et on a des chauffeurs également qui les transportent jusqu'au marché. Voilà. Et ça fait des frais supplémentaires pour... ah oui, ça fait des frais supplémentaires. Mais est-ce que ça coûte cher? Peut-être c'est... Non, le transport, ça ne coûte pas cher. Mais pourquoi, malgré cela, il y a des gens qui préfèrent prendre leur viande à moto sans autre forme de protection, à la poussière? Effectivement, si vous regardez effectivement dans la circulation, mais j'avoue que le gouvernement, bientôt, ça va prendre fin. Parce que... on a réceptionné récemment des équipements. Comme je l'ai dit déjà, l'abattoir avait déjà 3 frigonettes. Cela est venu s'ajouter encore de grandes capacités. On a réceptionné 4 frigonettes, tout récemment, tout neuf. Voilà. Plus d'autres équipements encore, plus des tricycles améliorés pour le transport de la viande. Peut-être juste dans les jours à venir, vous allez voir la remise même par les plus hautes autorités même du pays. Donc ça, c'est pour mettre fin totalement le transport même de la viande à partir des motos et autres moyens inadaptés. Voilà. Et maintenant le traitement d'azote, parce que vous avez parlé de sous-produits, mais il y a peut-être des déchets qui ne peuvent pas être réutilisés. Comment vous faites, par exemple, les eaux usées et autres? Comment vous faites? Effectivement, chez nous, les eaux usées sont traitées. À Sabalibougou, on a 2 grands bassins qui ont commencé le traitement. Parce que tantôt, comme j'ai dit, il y a une mise à niveau qui est en cours. Donc, mais en réalité, le second, les travaux n'ont pas encore pris fin. Mais à la date d'aujourd'hui, il y a le premier, on se sert de ça pour pouvoir traiter les eaux usées. En tout cas, pour pouvoir minimiser le danger. Concernant le transport de la viande, vous avez l'habitude de croiser aussi la viande comme ça, à moto. Voilà. Et c'est la viande que vous êtes amené à consommer peut-être un jour. C'est ça. Est-ce qu'il y a, selon vous, une alternative? Parce qu'ils ont des camions pour le transporter, ils prévoient aussi des tricycles. Tricycles. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi le travail d'un particulier ou d'un privé qui puisse intervenir dans ce domaine-là? Oui, c'est pour cela que je disais tantôt que... ça peut créer des emplois. Oui, ça peut créer... La chaîne d'approvisionnement, par exemple, si déjà on arrive à mettre en place une chaîne d'approvisionnement assez solide, sécurisée, ça peut créer... Ça peut créer des emplois et ça peut sauver aussi. Parce que c'est vrai que parfois, rien qu'en voyant le boucher sur sa moto, on a la chair de poule. Voilà, même si on dit que quand on bout le produit, ça tue, mais c'est pas trop rassurant. Et c'est pour cela qu'il va falloir peut-être, c'est une dynamique enclenchée et réfléchir aujourd'hui sur même le transport, comment vous pouvez utiliser ces technologies, ce ne reste que sécuriser le produit. Parce qu'il y a peut-être des particuliers qui peuvent en faire leur travail pour le transport, le transport sécurisé. Oui, il y a des particuliers qui peuvent le faire
Voilà. Mais en tout cas, à Sabalibougou, je ne pense pas que après la réception des équipements qui sont à notre disposition aujourd'hui, qu'on aura, en tout cas à Sabalibougou, qu'on aura besoin d'un particulier pour le transport. Parce qu'on a suffisamment de moyens maintenant pour pouvoir transporter la viande. Voilà. Et peut-être une dernière question, et qu'est-ce qui entrave le bon fonctionnement de votre travail? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers que vous rencontrez? Oui, s'il y a des problèmes qu'on rencontre, ça c'est les abattages clandestins. D'accord. Les abattages mais clandestins. Que vous ne pouvez pas gérer. Voilà, que nous, on ne pouvait pas gérer. Parce que la solution n'est pas sous nos mains. Voilà. Voilà. En tout cas, ça c'est une difficulté majeure parce que comme je l'ai dit, c'est l'abattage. Vous voulez que tout le monde vienne vers vous. Vienne vers nous. Ouais. Parce que les abattages clandestins, c'est ça qui fait que l'abattoir ne parvient pas à atteindre la moindre d'abattage même des gros ruminants. C'est ça. Voilà. Oui. Ok. Mais bon, vous avez des machines modernes, oui. Pour le travail. Oui, pour le travail, on a des machines modernes. Et qui peuvent faire le travail. Par exemple, un petit ruminant ou un gros ruminant, c'est en combien de minutes, par exemple, en combien de temps Un gros ruminant, en 3 minutes, on peut le terminer. Ah oui. Un bovin. En 3 minutes, on a terminé. Abattre, le mettre à la chaîne. Vous savez que chez nous, une fois les bovins égorgés à même le sol, on a un palan qui les transporte sur les rails en haut. Et tous les travaux s'effectuent en haut. La viande n'a rien à voir avec le sol. Tout ça se passe en haut. Voilà, jusqu'au sortie de la viande. Un tout dernier mot, voilà, je reviens à la fête de Tabaski. Quand un particulier vient avec son mouton, avec son bélier, lui-même doit l'égorger. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Pour les particuliers, c'est-à-dire qu'on leur donne l'attitude. Parce qu'on sait qu'il y a une tradition dans notre pays. Si la personne lui-même demande à ce que lui-même va égorger, chez nous, il n'y a pas de problème. On ne pose aucun problème. Il égorge, les ouvriers, ils font leur travail. Et après, il amène son animal. Merci beaucoup, M. Sangaré. Merci également à vous, M. Sanogo. C'est la fin de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Tout de suite, le journal de 13h avec Aïché Baba Keïta. Excellent après-midi à toutes et à tous. Au revoir.